Bon, ben voilà, merci beaucoup. Je voulais tout d'abord remercier Jean et Daniel pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de pouvoir donner une présentation devant toute cette audience. Euh, donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui les travaux qu'on effectue sur la modélisation du manteau neigeux ainsi que l'assimilation de données de neige en support de la prévision hydrologique à Environnement Canada. Donc c'est une présentation que je donne, mais en fait, ça s'appuie aussi sur le travail de ma collègue Camille Garneau, qui travaille beaucoup sur la partie assimilation de données de neige. Et puis aussi, en fait, on s'appuie sur tout le travail d'une équipe de recherche et de développement qui contribue à maintenir des gros systèmes, que ce soit en prévision numérique du temps ainsi qu'en prévision hydrologique. Nous, l'équipe dans laquelle j'évolue, en fait, c'est donc le groupe de recherche en hydrologie, Environnement Canada. Donc, on est basé au Centre météo canadien à Dorval, juste à côté de Montréal. Et vraiment, le but de notre équipe, c'est de faire de la recherche en support de la prévision opérationnelle des variables hydrométéorologiques. Donc, ça va être les variables, par exemple, de surface, et des variables hydrologiques, donc c'est-à-dire les variables, les débits in fine. Et ça, l'idée, c'est de le faire à l'échelle du Canada, puisqu'on a un mandat fédéral. Donc nous, alors je commence tout de suite par un slide un petit peu lourd peut-être, mais c'est l'idée de vous donner comment on travaille vraiment Environnement Canada pour améliorer des prévisions opérationnelles. Donc qui dit prévision dit système de prévision. Et donc nous, en fait, on s'appuie sur un système national de prévision de la surface et des rivières qui est maintenant qui tourne de manière expérimentale à Environnement Canada pour délivrer des prévisions à la fois des variables de surface et des variables de débit. Et donc, vous avez ici un petit peu le fonctionnement du système. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on cherche à faire de la prévision des débits, on a deux étapes. Une première étape, c'est de simuler l'évolution de l'évolution de la surface, donc c'est-à-dire l'évolution de l'humidité des sols, l'évolution du manteau neigeux. On va revenir là-dessus plus en détail plus tard. Et ce schéma de surface, qui s'appelle SVS, que Gonzalo a présenté brièvement tout à l'heure, va fournir des informations sur le ruissellement. Et ces informations de ruissellement sont ensuite données à un modèle de routage hydrologique qui permet de simuler les débits dans les rivières. Et qui dit prévision, en fait, dit qu'on doit avoir des conditions initiales lorsqu'on cherche à faire ces prévisions. Et donc, pour nous, il est très important d'obtenir la meilleure estimation des conditions initiales, que ce soit à la surface et dans les rivières, au début de nos prévisions. Donc, pour ça, on travaille sur ce qu'on appelle de l'assimilation de données pour obtenir les meilleures informations sur les conditions initiales. Nous y reviendrons tout à l'heure sur la partie assimilation de données de neige. Et l'ensemble de ces produits qui sont générés par ce système, que ce soit les débits comme la variable finale, mais également les variables intermédiaires, le ruissellement, l'humidité des sols et le SWI, sont disponibles à la communauté et n'importe quel utilisateur à travers le pays pourrait les télécharger et ensuite en faire ce qu'il veut pour ses applications. Alors, notre domaine d'intérêt, c'est vraiment le Canada. Vous avez ici sur la carte au centre, vous voyez dans les couleurs, je ne sais pas si vous voyez ma souris, ou peut-être vous voyez des couleurs qui sont un petit peu pâles derrière. C'est le domaine sur lequel on fait tourner l'ensemble des variables de surface. Donc, c'est un domaine qui couvre la plupart du Canada, si ce n'est l'Arctique canadien, ainsi que le nord des États-Unis. Et sur ce domaine, on simule l'évolution de la surface à une résolution de 2,5 km. Et ensuite, les informations de ruissellement du ruissellement du schéma de surface sont passées à un schéma de routage hydrologique qui, lui, va tourner sur 6 grands bassins versants actuellement à l'échelle du Canada. Donc, vous avez ici le bassin versant du Yukon, vous avez le Mackenzie, vous avez la Columbia, vous avez un petit bassin versant qui est la Skeena en Colombie-Britannique. Vous reconnaissez ensuite la Churchill, la Nelson, et enfin, si on se rapproche un petit peu de chez nous, vous avez le bassin des Grands Lacs, et ensuite, vous avez le pourtour le bassin des Grands Lacs et le Saint-Laurent, bien entendu, et ensuite, le pourtour du golfe du Saint-Laurent. Et en fait, ce qui est passionnant dans ce domaine, c'est que il y a toutes les neiges du monde. Enfin, il y a peut-être pas toutes les neiges du monde, j'exagère, mais il y a une variabilité de problématiques associées à la neige qui est très grande. On passe de la neige arctique à la neige de montagne dans les Rocheuses, en passant par les neiges qui sont sur les glaciers qui viennent alimenter le Yukon. Et puis, si on se déplace plus en direction de l'Est, on a ensuite toutes les problématiques de neige dans les prairies. Et enfin, toute la problématique de neige en forêt qui est colossale au Canada. Donc, il y a beaucoup de challenges et c'est ce qui rend, je crois, le travail très intéressant. Quand on cherche à améliorer la représentation de la neige dans nos systèmes, en fait, on travaille vraiment, je dirais, sur 3 axes principaux. On a tout d'abord la modélisation en tant que telle, puisqu'on cherche à avoir des modèles de neige qui soient fidèles. Donc, je vais présenter un petit peu quelques éléments. Il y a ensuite le forçage atmosphérique, parce que vous pouvez avoir le meilleur modèle, enfin, vous pouvez avoir un modèle de très bonne qualité,
Si le forçage atmosphérique que vous fournissez au modèle n'est pas de qualité suffisante, à la fin, on aura du mal tout de même à avoir des résultats intéressants. Et enfin, il y a vraiment une problématique de données de neige, d'observation, à la fois pour tout d'abord être capable d'évaluer les modèles, évaluer les simulations, et bien sûr ensuite de combiner ces observations avec les informations des modèles dans le cadre de l'assimilation de données pour vraiment améliorer notre estimation des variables de surface, et en l'occurrence ici des variables de neige. Gonzalo, donc si j'en reviens au modèle de neige, Gonzalo a présenté un petit peu le modèle actuel qu'on utilise, qui s'appelle SVS, qui est un modèle relativement simple, je dirais, pour la partie représentation de la neige. Et on travaille actuellement vers la représentation le développement d'un nouveau schéma de neige qu'on appelle SVS2, qui n'est pas très original. Et l'idée dans ce modèle de neige, dans ce nouveau modèle de surface, en particulier pour la composante neige, en fait, c'est d'intégrer des modèles de complexité intermédiaire pour la représentation de la neige. Et là, on vise à avoir deux modèles pour qu'on puisse avoir une certaine flexibilité. Tout d'abord, le modèle Explicit Snow, qui est un modèle multicouche, mais de complexité intermédiaire, qui est adapté à l'hydrologie et au climat. Je m'excuse pour les erreurs d'accent que j'ai faites. C'est avec mon clavier, je suis désolé. Et ça, c'est donc un modèle relativement de complexité intermédiaire qui était vraiment développé et qui tourne notamment en prévision hydrologique à Météo France. Et puis ensuite, on veut s'intéresser au modèle détaillé de manteau neigeux Crocus et à sa version en 100 pistes pour vraiment être capable de simuler la microstructure du manteau neigeux de manière plus fine pour certaines applications de télédétection. J'y reviendrai plus tard. Et puis dans ce cadre-là, on cherche vraiment à améliorer la représentation des processus physiques et je pense que Daniel a très bien mentionné plusieurs de ces problématiques dans sa présentation ce matin. C'est l'interaction neige-végétation, ça que pour l'instant on représenter de manière relativement simple et trop simple dans notre modèle. Il y a ici l'idée d'aller vers une meilleure représentation de la variabilité sous-maille du manteau neigeux, puisque pour l'instant, sur des grilles de 2.5 par 2.5, on ne capture pas forcément la variabilité sous-maille et les processus qui sont responsables de ça. Il y a après une grande problématique de la modélisation de la neige arctique qui impacte tous les modèles détaillés de manteau neigeux. Et enfin, on veut améliorer la représentation du couvert neigeux sur nos glaciers. Donc là, je n'ai pas mis de résultats parce que pour l'instant, c'est quelque chose qui est en cours, mais c'est pour vous donner une idée un petit peu de la direction dans laquelle on va. On s'intéresse aussi à la phase des précipitations. Julie Thériault, hier, il a très bien présenté, a très bien monté le challenge de la phase des précipitations et l'impact que ça peut avoir sur la neige. Et on travaille dans le cadre de dans le cadre de nos systèmes de surface, qui alimentent nos systèmes. On va essayer d'améliorer et on est actuellement en train de tester différentes méthodes de séparation de la phase des précipitations. Alors là, j'ai mis quelques résultats très préliminaires. En fait, le défaut actuellement dans notre modèle, c'est d'utiliser un seuil constant. Je crois qu'on en a parlé hier, ce qui est utilisé aussi par certains. C'est l'approche à 0 degré. C'est assez simple. En dessous de 0 degré, il neige. Au-dessus, il pleut. C'est quand même une approche, on sait qu'elle n'est pas optimale, on peut l'améliorer. Donc, on a s'intéressé aussi à des approches qui utilisent la température du thermomètre mouillé, calculée près de la surface, donc avec les variables classiques de forçage du modèle hydrologique. Et puis après, on a la chance d'être en Environnement Canada et de disposer en fait en interne d'informations détaillées sur la phase des précipitations qui peuvent venir à la fois du modèle atmosphérique, donc du schéma de microphysique nuageuse, et puis également de diagnostics qui vont être calculés en mode post-processing, après les simulations du modèle, qui vont analyser les profils verticaux de température et d'humidité pour déterminer l'altitude de la limite pluie-neige et en diagnostiquer la phase. Et donc là, on est en train de faire des tests sur l'ouest du Canada pour voir un petit peu les performances des différentes méthodes. Et là, je montre juste, par exemple, la qualité des différentes méthodes à évaluer la phase des précipitations par rapport à des observations manuelles. Le FBI, c'est ce qu'on appelle un index qui va dire si vous êtes au-dessus de 1, vous avez tendance à surestimer l'occurrence de la neige ici. Si vous êtes en dessous de 1, vous la sous-estimez. Et sans surprise, on voit par exemple que le seuil à 0, lui, il a tendance à vraiment sous-estimer l'occurrence de neige et que les meilleures performances sont obtenues par les deux configurations qui vont utiliser la température du thermomètre mouillé ou également l'ensemble du profil vertical de température et d'humidité. Ce qui est intéressant aussi pour nos modèles, c'est qu'on voit avec le schéma actuellement de microphysique qui est utilisé dans notre modèle atmosphérique, mais ce n'est pas forcément lui qui donne les meilleurs résultats pour la phase. Donc ça, c'est intéressant, puis ça guide aussi le développement de nos modèles atmosphériques. Et ça, comme Julie l'a montré hier, dans le cadre ça va être étendu à l'est du Canada pour travailler dans le cadre de la campagne Sagesse. Et là, il y aura des choses intéressantes peut-être à faire aussi sur les aspects pluie verglaçante, l'impact que ça peut avoir sur le manteau neigeux et également la formation des croûtes de glace. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va regarder un petit peu plus tard. L'un des enjeux également, lorsqu'on cherche à faire des simulations, c'est d'avoir des informations de surface de qualité sur des grandes périodes. Donc récemment, Environnement et Changement Climatique Canada, dans notre groupe, a produit une nouvelle réanalyse de surface
Donc, il va couvrir la période 1980 à terme, à la fin de l'année, ça va couvrir la période 1980 jusqu'à 2017. C'est l'équivalent, si vous voulez, d'un ERA5. Enfin, je pense que c'est plus connu dans la communauté. La communauté disposera ainsi de l'ensemble des forçages de surface pour alimenter des modèles hydrologiques de complexité diverses et variées. Et en plus, l'intérêt, c'est que non seulement il y a eu les précipitations du modèle qui sont disponibles, comme c'est fait dans ERA, mais en plus, il y a CAPA qui va tourner. Donc, CAPA, c'est l'analyse de précipitation canadienne, c'est-à-dire que vous aurez vraiment normalement une meilleure estimation des champs de précipitation. Ces données-là, l'article est actuellement en cours de discussion et ces données-là sont déjà disponibles sur la plateforme Caspar, qui permet d'accéder à ces données-là et puis l'utilisateur peut vraiment venir sélectionner son domaine d'intérêt et extraire les données sûrement sur le domaine d'intérêt et non extraire l'ensemble de la grille. Alors actuellement, la réanalyse a été faite avec le schéma de surface ISBA, qui est un schéma de surface que je dirais relativement simple et qui n'est pas forcément adapté aux aspects prévision hydrologique. Et donc, on peut se servir des forçages fournis par la réanalyse pour faire retourner des simulations avec SVS. Et donc, l'idée, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler pour refaire tourner SVS sur la période 1980-2018 et ainsi obtenir ce qu'on cherchera à faire, c'est avoir un nouveau produit de neige qui sera disponible pour la communauté. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours et on espère pouvoir le comparer à ERA5Land qui a été notamment mentionné hier dans la présentation d'Alexandre Vidal à Hydro-Québec. Par contre, il faut bien retenir que pour l'instant, on travaille sur des données historiques ici. C'est pas un système de réanalyse qui va être disponible en temps quasi réel. En temps réel, vous aurez plutôt accès aux informations de CalDAS sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Un des enjeux principaux quand on fait ce genre de simulation, c'est bien sûr d'avoir des données et c'est souvent le nerf de la guerre. Et au Canada, un des enjeux, c'est que les données, notamment de SWI, qui sont d'importance pour l'hydrologie, ces données sont collectées par un grand nombre d'acteurs, des acteurs nationaux, fédéraux en l'occurrence, des acteurs provinciaux, territoriaux et ainsi que des acteurs privés tels que les compagnies d'hydroélectricité et leurs partenaires. Et donc là, récemment, on a fait un travail dans l'équipe en collaboration avec des collègues de Toronto pour vraiment essayer de regrouper l'ensemble des mesures manuelles et automatiques de SWI à l'échelle du Canada. Et puis, lorsqu'il y a des mesures de hauteur de neige qui sont disponibles, eh bien, ces mesures sont intégrées et permettent de dériver la densité moyenne du manteau neigeux. Et donc ça, c'est un travail initial qui a été réalisé par Ross Brown il y a quelques années. Et nous, en fait, on l'a repris, on a nettoyé le jeu de données de Ross, toujours en collaboration avec lui. Et vous avez à droite sur la carte ici la localisation de l'ensemble des stations de mesure qui sont utilisées. Et si on s'intéresse notamment au Québec, eh bien, on a la chance d'avoir les données publiques d'Hydro-Québec, que ce soit les GEMON ainsi que les lignes de neige. On a eu la chance d'avoir accès à ces données-là. Alors, si on s'intéresse au jeu de données CanSWI, je mentionnais, il y avait vous avez peut-être vu, il y a 2600 stations. Alors, il faut bien retenir que ces stations, en fait, elles ne rapportent pas, l'hiver dernier, l'ensemble de ces stations-là n'a pas rapporté, c'est un jeu de données historique. Les stations, là et là, vous avez sur ces différentes graphiques, l'évolution du nombre de stations manuelles et automatiques sur l'ensemble des provinces et territoires du Canada. Alors, on ne va pas s'intéresser à l'ensemble des provinces. Si on s'intéresse au Québec, comme je le disais, la chance qu'on a, c'est d'avoir les données d'Hydro-Québec. Et vous pouvez voir que les données d'Hydro-Québec, eh bien, on a vraiment l'automatisation. Vous avez ici la courbe en orange qui pique avec vraiment le développement du réseau des GEMA. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. J'espère que c'est d'un jeu de données qui est rendu public et il y a un papier qui a été soumis qui décrit ce jeu de données, qui j'espère sera en discussion dans les jours à venir. L'un des enjeux ensuite, lorsqu'on a ces données, qui peuvent nous servir tout d'abord pour l'évaluation des modèles, c'est ensuite d'essayer de les assimiler dans les systèmes. Et donc l'assimilation à Environnement Canada, dans notre équipe, se fait dans le système CalDAS, qui est un système d'assimilation de données de surface, qui n'assimile pas seulement les données de neige, il y a également des données satellitaires qui informent sur l'humidité des sols, la température du sol. Mais là, si on regarde pour la neige, actuellement, ce qui est fait dans CalDAS, c'est une assimilation des hauteurs de neige. Donc, vous en avez sûrement entendu parler, c'est la fameuse analyse de neige du Centre météo canadien. Donc, c'est une analyse de neige qui est disponible à différentes résolutions. Et en fait, on s'est rendu compte que lorsqu'elle a été testée en hydrologie, l'assimilation des données in situ de hauteur de neige en fait pose un gros problème, c'est qu'elle ne conserve absolument pas l'eau dans le système. Et dès qu'on a des incréments négatifs, par exemple dans la période de fonte qui sont appliqués au manteau neigeux, l'eau est retirée du système et elle n'est jamais disponible elle n'est plus disponible
pour le système, pour le reste du système, c'est-à-dire il n'y a pas d'eau qui rentre dans le sol et in fine, on ne retrouve pas l'eau dans les rivières. Donc ça, c'est une grosse problématique. Et donc, au lieu de modifier la hauteur de neige sur l'ensemble de la saison, bien cette fois-ci, Camille Garneau a travaillé sur l'assimilation de données de couverture de neige. Donc, on travaille avec des données IMS, qui sont des données américaines, à une résolution à une fréquence quotidienne, à une résolution de 1 km, qu'on réagrège sur la grille à 2,5 km. Et donc, ça permet donc de corriger au fur et à mesure de l'hiver, plutôt la localisation du manteau neigeux, et on laisse le manteau neigeux évoluer de manière libre à l'intérieur, forcé par nos systèmes de surface. Et il y a également une correction du biais de précipitation qui est appliqué dans les montagnes. Alors, idéalement, ce système n'est pas parfait, parce qu'on aimerait, in fine, pouvoir combiner ça avec les observations de SWI, mais c'est une première étape et qui a déjà montré des très grosses améliorations. Vous avez ici, par exemple, à gauche, sur la crue de 2019, la rivière des Outaouais à Ottawa. Vous avez ici l'ancien système qu'utilisait cette fameuse analyse de neige du CNC. Et là, vous voyez vraiment qu'on a une très forte sous-estimation de la crue printanière. Et lorsqu'on fait la même expérience en remplaçant en enlevant cette assimilation des hauteurs de neige et en utilisant l'assimilation du couvert neigeux, on améliore vraiment les résultats. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et donc là, Camille est en train d'écrire un article qui évalue l'apport de système à l'échelle du Canada des 6 sous-bassins versants que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et puis à long terme, on travaille en collaboration sur une mission satellitaire qui s'appelle la mission TSNM, pour Terrestrial Snowmass Mission. C'est une collaboration entre Environnement Canada, donc ce qui est vraiment mené par Chris Derksen à Toronto, et puis l'Agence spatiale canadienne. L'idée, c'est de développer une mission qui emporterait un radar à bande KU double fréquence pour essayer d'obtenir des informations sur l'équivalent en eau de la neige à une résolution horizontale de 500 mètres, une fréquence de revisite de 5 à 7 jours. Avec un lancement possible en 2026, vous savez, comme ça, avec les missions spatiales, il y a beaucoup d'interrogations. Mais l'idée, ce serait de pouvoir développer à partir de cette mission un produit de SWI et également de pouvoir assimiler directement les coefficients de rétrodiffusion dans CalDAS. Et donc, ce système-là va nécessiter d'avoir des informations sur la microstructure du manteau neigeux. Donc, c'est pour ça notamment qu'on est motivé par l'ajout d'un modèle de complexité de cette complexité intermédiaire comme Procus au sein de nos systèmes. Voilà, donc vous avez un peu ici une idée des travaux de l'équipe. On améliore les modèles, on cherche également à améliorer le forçage. J'ai parlé ici de la phase des précipitations. Il y a également des travaux pour améliorer la précipitation en elle-même dans CAPA, comment celle-ci et la valeur de l'analyse de précipitation en hiver. On vient récemment de mettre à disposition ce jeu de données CanSWI. J'espère qu'il sera d'intérêt pour la communauté ici au Québec et pour d'autres utilisateurs. Et enfin, on travaille beaucoup sur l'assimilation de données de neige pour améliorer la prévision hydrologique parce que c'est un des nerfs de la guerre. Et ce travail est fait aussi en collaboration avec de nombreux acteurs universitaires, notamment au Québec, donc j'en profite pour les remercier. Voilà, je vous remercie pour votre présentation, pour votre attention.